Chers amis internautes, fidèles abonnés d'Iroko Media TV, nous sommes le vendredi 13 décembre 2024. Bienvenue à bord de votre émission Point d'ombre, l'émission qui vous transporte au-delà de l'actualité. Pour ce premier numéro, nous recevons M. Jules-Léon Kitty. Il est journaliste, chroniqueur politique et jusqu'à un passé récent, il était encore porte-parole du parti Renaissance Nationale, ex-UDBN. Évidemment, ce soir, il intervient en sa qualité d'analyste politique, de journaliste. Monsieur Jules-Léon Kitty, merci d'être des nôtres ce soir. Bonsoir, bonjour, selon là où vous vous trouvez. Salut, cher ami Aripa. Je salue tous les internautes et téléspectateurs de Iroko Media. Et c'est un plaisir pour moi est-ce que je vais dire servi de cobaye, mais avoir le privilège d'être choisi pour inaugurer cette émission avec vous. Et tous mes voeux vont dans le sens de la réussite, de la pérennité d'une initiative qui va certainement orienter positivement les opinions. Merci bien, monsieur Jules-Léon Kitty. Le premier point d'ombre que nous avons levé ce soir, c'est concernant ce vote qui a intervenu la semaine dernière. Les députés de la 9e législature, par 81 voix pour, autant pour moi, 28 contre et 0 abstention, ont donné quitus au gouvernement béninois pour mettre en œuvre le budget gestion 2025. Et comme ce fut le cas l'année dernière, le Parti Les Démocrates, à travers ses députés, a voté contre ce budget. Selon vous, M. Jules-Léon Kitty, comment peut-on expliquer cette posture du Parti Les Démocrates? Mais avant de donner ma perception de la posture adoptée et donc du vote opéré par les députés du Parti Les Démocrates, il faut déjà exprimer ma satisfaction de savoir que quoique combattu et rejeté par les députés du Parti Les Démocrates, le budget a été voté également et quand même, ce qui permet de savoir que la démocratie a ceci de positif, que la majorité, pour peu qu'elle soit qualifiée, permet d'avancer. Le pays ne s'arrête pas. Donc, 81 voix des députés de la majorité présidentielle ont suffi pour que le budget soit adopté et un budget qui connaît une augmentation de 11%, un budget qui va faire dans près de 40% orienté vers le social, c'est très important. Voilà. Et puis, il y a quand même pour un régime dont le président est pratiquement en fin de règne, c'est bon d'être ambitieux. Moi, je suis disciple de Jean-Jacques Rousseau qui dit que lorsque vous cessez d'exister, vous cessez d'être ambitieux, vous cessez d'exister. Et donc, l'administration a une continuité, le pays va continuer à vivre, il faut être ambitieux jusqu'au bout. Bref, sur l'attitude des députés du Parti des démocrates, vous venez de le dire, je suis surpris et je ne le suis pas à la fois. Je ne suis pas surpris parce qu'ils nous ont habitués à ça. L'année dernière, ce sont 27 députés, donc presque la totalité, sauf la voix de Basile Arrossi, qui ont voté contre le budget. Je fais part de ceux qui étaient désagréablement surpris, parce que le budget de l'État, c'est quand même cet outil qui devrait mettre tout le monde d'accord. Les débats vont se faire, des amendements vont se faire, mais après, est-ce qu'ils doivent dire qu'à 75, 80, 90, 95%, ce qui est dans ce budget-là ne profite pas aux populations béninoises et c'est pourquoi ils votent. Ils votent contre parce qu'ils sont des représentants du pays, ils sont des élus nationaux. Certes élus dans les circonscriptions électorales, ils représentent tout le pays. Alors, rejeter si, par exemple, leurs collègues de l'UPR et du Bloc républicain faisaient la même chose. C'est-à-dire, on dirait au président de la République, retourne avec ta copie et on va commencer par exécuter les dépenses publiques par des voies d'exception que prévoit la Constitution. Ce qui ne garantit pas une certaine sérénité, une certaine largesse pour agir. Donc, bref, je trouve que c'est une attitude qui n'est pas vraiment digne des députés qu'on veut bien préoccupés par les intérêts, les besoins, les aspirations du peuple. Mais c'est une attitude qui est légale. Ah oui. C'est ce qu'il faut reconnaître d'abord, c'est-à-dire que c'est la loi qui permet qu'un député vote pour ou contre un budget. L'essentiel, c'est qu'il puisse, par respect pour la population,
justifier, motiver son vote. Et je pense que la plupart des députés, les démocrates que j'ai écoutés, ont estimé que, bon, voilà, on n'a pas prévu le recrutement de beaucoup d'enseignants à reverser, mais on n'a pas, ils ont choisi des choses qui sont vraiment, selon moi, constituent un peu, c'est très important ce qu'ils disent, Oui. ça constitue une goutte d'eau par rapport à tout ce qui a été mis dedans. Mais c'est leur choix, il faut respecter, nous sommes en démocratie, mais il faut se réjouir que le budget est voté. Cette fois-ci, il faut voir que, y compris le député Basile Arossi, donc a voté. Ouais. Et je voudrais simplement, moi, me refuser d'être politiquement naïf ou penser que les députés là se sont comportés comme ça sans se référer donc à la dynamique en cours au sein de leur formation politique et sans se référer à leur leader charismatique, l'ancien président Boni Yayi. Mais est-ce que dans un contexte actuel où il y a des sujets sur lesquels eux-mêmes, partis d'opposition, recherchent la concertation entre opposition, composantes de l'opposition, mais aussi concertation avec les formations politiques de la mouvance présidentielle, et allant vers la fin d'un mandat et des perspectives d'élection spéciale, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est stratégiquement correct de boycotter le budget de l'État, surtout le dernier que le président ou l'avant-dernier va exécuter? Je pense que c'est risqué, mais c'est leur droit, et je respecte ça. Alors, M. Julien Kiti, c'est leur droit aux députés du Parti Les Démocrates de ne pas adouber, de ne pas suivre la dynamique du vote positif du budget. Et tout à l'heure, vous trouviez contrastant donc qu'il soit dans une démarche de concertation. Nous allons en parler justement. Ce sera le second point d'ombre à lever ce soir. Les députés de l'opposition, notamment leur parti, les démocrates, avec d'autres partis de l'opposition, se sont réunis dans un cadre de concertation des partis de l'opposition donc, et ils ont commencé à faire des consultations. Nous les avons suivis depuis quelques semaines. Ils ont rencontré d'abord le gouvernement à travers le ministre de la Justice. Après, ils sont surtout allés vers les partis de la mouvance tels que l'UPR, le BR, et même ils sont allés vers Renaissance Nationale. Renaissance Nationale aussi a été consultée. Et ce qui est curieux, c'est que le gouvernement dit, d'abord à travers le président de la République, puis par le ministre de la Justice, nous allons vous accompagner, nous sommes d'accord pour que le fichier électoral soit audité, mais les partis de la mouvance UPR et BR notamment disent non. Est-ce qu'il n'y a pas comme une combine pour faire tourner en rond ce cadre de concertation des partis de l'opposition? Bon, d'abord, je fais l'aveu de ne pas avoir le don d'être dans la tête de tous ces protagonistes ou bien intervenants que vous venez de citer. Je ne suis pas dans la tête du chef de l'État, du gouvernement, je ne suis pas dans la tête des députés ou des partis de l'opposition, ni des dirigeants des partis de la mouvance présidentielle. Mais faisons de l'analyse. Ouais. Moi, j'ai souvent bêtement posé une question lorsque quelqu'un fait une sortie ou bien prend une position. Je dis, est-ce qu'il est qualifié à le faire? Est-ce que le président de la République, dans sa posture de président de la République, qui devrait donc assumer et assurer ses rôles régaliens, est-ce qu'il est en droit de trouver que lorsqu'un parti d'opposition, le plus grand d'ailleurs, vient le voir pour dire « nous avons des appréhensions et quelques inquiétudes par rapport à la liste électorale et qu'il faut aller vers un audit », est-ce qu'il est en droit de dire ben, qu'à cela ne tienne, si c'est ça ce que vous voulez, si c'est ça qui peut vous mettre à l'aise, qui peut faire que nous allons préserver la paix et faire des élections qui mettent tout le monde d'accord, je suis preneur, j'achète. Et mieux, si vous n'avez pas l'argent pour le faire, je serai prêt à œuvrer pour que le gouvernement puisse mettre les moyens là-dessus. Donc, président de la République, qui est là pour tout le monde, qui n'est pas là pour un camp politique, quoique légitimement autorisé à avoir son camp politique, il est en bon droit de le dire. C'est une bonne réponse qu'il devrait le donner. Alors, lorsque les partis d'opposition se sont concertés, ils ont créé le cadre de concertation, ce qui est légitime également, l'union fait la force, dit-on, et le gouvernement, en respect à la parole donnée par le chef de l'État, a accepté les recevoir à travers le ministre garde des Sceaux. D'accord? Et c'est normal qu'après cette séance-là, il soit demandé que, bon, on prenne l'avis des autres partis politiques.
Alors que les députés, les partis de l'opposition, les composants de l'opposition, aient compris que ce n'est pas seulement une affaire de partis d'opposition et que si on veut la cohésion, on veut la paix autour de ce qui va nous unir, ce qui permettra d'être, de choisir ceux qui, de connaître ceux qui vont aller voter en 2026, eh bien, c'est normal qu'ils aillent vers les partis de la mouvance présidentielle. Mais c'est le droit des partis politiques de la mouvance présidentielle également de dire oui, nous sommes preneurs, ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas. Alors, pour ce que j'ai pu retenir, d'accord, comme élément d'information, de réponse que les partis de la mouvance présidentielle ont donné, ce n'est pas, pour certains, c'est un refus catégorique, mais qui est motivé. Pour d'autres, c'est des appréhensions qui sont émises. Et puis, des besoins de réflexion, d'études approfondies de ce qui est proposé à changer dans ce qui motive les TDR, les thèmes de référence de ce projet d'audit-là. Par exemple, avec l'Union progressive de renouveau, il a été servi donc aux partis de l'opposition que ils ne sont pas dans la logique d'audit là maintenant parce que le fichier n'existe pas et il faut que dans le cadre légal ce soit fait. Alors, ils sont allés vers le bloc républicain, je pense que ça a été un peu plus radical pour dire niet, on n'en veut pas. C'est leur droit de le faire. C'est de la même manière que c'était le droit des députés du Parti des démocrates de voter contre un budget de l'État. Justement, mais là, vous avez dit tout à l'heure que c'est sûr que ça s'est fait en symbiose avec l'ex-président qui est le président d'honneur. Enfin, les partis de la mouvance ne sont pas en symbiose avec le chef de l'État qui dit non, oui, nous allons le faire. Ce n'est pas, attendez, il y a que c'est légitime que sur beaucoup de sujets, ils soient en symbiose, ils soient d'accord. Mais il y a des sujets sur lesquels, je vous ai parlé du rôle régalien de l'État, il y a des sujets sur lesquels le président de la République, le gouvernement, ne doit pas adopter une posture qui les classe dans qui les classe dans un camp, une partie politicienne, une posture politicienne. Vous faites très bien d'utiliser cet adjectif-là, parce que une posture politique, ce n'est pas toujours péjoratif, mais politicienne, c'est partisan. Sur le fichier électoral, c'est un outil politique, mais ce n'est pas un outil politicien partisan. C'est-à-dire qu'on n'ira pas faire une liste électorale où il n'y aura que les militants d'un bord politique. Voilà. Donc, et puis garant de la paix, de la cohésion nationale, le chef de l'État, en ce moment, il prend donc tout son manteau de chef de l'État. Certains n'aiment pas l'expression père de la nation, mais c'est de cela qu'il s'agit. Donc, sans lâcher les partis politiques qui le soutiennent, eh bien, il parle en tant que président de la République du Bénin, premier magistrat, et non chef de la coalition de la majorité présidentielle. Alors, au niveau du parti Renaissance nationale, quand les démocrates et les autres composants de l'opposition sont allés à leur rencontre, les partis, le coordonnateur du cadre de concertation, Jean Azatassou, est allé jusqu'à présenter des excuses lui-même pour le fait que le document de TDR qui devrait accompagner la lettre de demande d'audience n'était même pas envoyé. Donc, il errait de leur part. Et donc, le parti de Parti national Prudential a dit, ben, écoutez, nous venons d'avoir les TDR, on va y réfléchir, on vous reviendra. Mais sur le principe de recherche de la paix, mais nous sommes preneurs toutes les idées qui peuvent permettre d'avoir la paix et d'avoir des élections transparentes et paisibles. C'est une très bonne chose. Mais non, il y a quand même des gens qui réfléchissent au sein du parti. La présidente elle-même, le premier vice-président, le bâtonnier Cyril Yavi-Dikui, célèbre avocat, donc grand juriste. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui sont intervenues. Le bureau exécutif national était là pour dire le fichier électoral qui va être audité, dont vous parlez, est-ce que c'est le fichier de 2023 ou est-ce que c'est le fichier de 2026 qui va être extrait en 2025? Comment on peut faire l'audit maintenant? Donc, il faut que ce soit clair. Et donc, il y a des choses à voir dans le document de PDR. Et puis, il faut que l'opposition comprenne aussi que si c'est légitime de leur part d'exprimer cette préoccupation et de dire même que c'est le gouvernement qui a promis et que ça doit se faire, eh bien, il faut qu'ils comprennent également que ça doit être
une large concertation. Ensuite, ça doit se faire dans le cadre des tests en vigueur, des lois en vigueur. Et les lois disent à quelle distance temporelle des élections voilà. On peut faire des choses, on peut extraire, on peut sortir la liste, le fichier électoral. Et après, s'il y a encore des inquiétudes autour, ben, on peut faire l'audit. Maintenant, si on doit le faire plus tôt, en dehors du délai fixé par les lois, ça veut dire qu'il faut aller modifier la loi. Donc, la bataille est à un autre niveau. Et cette bataille-là, on sait également comment c'est en train d'être menée depuis la question de révision du code électoral, par l'opposition. On connaît la posture de la mouvance présidentielle là-dessus. Et donc, je ne crois pas, je ne suis pas en train de voir les partis de la mouvance présidentielle aider l'opposition à ouvrir la brèche pour aller vers la modification du code électoral, et de ceci ou cela. Voilà, de la charte. Donc, si c'est sur le fichier électoral, on regarde la loi en vigueur. Quand est-ce qu'on peut le faire? Alors, on reste dans ces délais. Dès qu'on rentre dans ces délais-là, les problèmes qui se posent, les appréhensions et les inquiétudes qui taraudent l'esprit à l'opposition, elle va le dire. Et les autres vont pouvoir dire, nous sommes d'accord ou nous ne sommes pas d'accord. Si la majorité dit qu'il faut le faire, eh bien, le gouvernement fera. Donc, le gouvernement aussi est dans son rôle. Et j'ai entendu le porte-parole revenir pour dire, le gouvernement tient à respecter sa parole. Un chef qui veut bien, qui insiste pour que sa parole soit respectée, n'est-ce pas que c'est un chef qui est responsable? Effectivement, effectivement. Alors, parlons donc de cette mouvance présidentielle qui semble donc sur ce sujet du fichier électoral naviguer à compte courant de la volonté du chef de l'État. Il est annoncé de plus en plus que les partis de la mouvance présidentielle sont en train donc de se réunir pour former une sorte de coalition. Selon vous, est-ce juste une manière pour répondre justement, pour donner du répondant au cadre de concertation des forces politiques de l'opposition? Ou c'est les élections générales de 2026 et cette fameuse clause d'accord de gouvernance prévue dans le code électoral? Est-ce que c'est en fait vers ça que nous sommes en train de tendre déjà? Alors, je peux vous dire, et ça, c'est pour vous mettre d'accord, mais c'est tout ça à la fois. Je pense, il faut être honnête, c'est tout ça à la fois. C'est d'abord que des partis politiques qui sont de la majorité présidentielle, donc, qui ont pour dénominateur commun de pouvoir soutenir le capitaine du bateau de mouvance, qui est le président de la République, a bien fini son règne, et puis que la majorité présidentielle puisse conserver le pouvoir à partir des élections générales de 2026, autant au niveau des élections présidentielles que les élections législatives et communales. La politique, c'est de ça qu'il s'agit. Les opposants, ils veulent bien se positionner comme l'alternative, donc ils font tout pour qu'il y ait alternance. Alors, donc, se concerter vise déjà ça, pour être unis et être plus fort. Maintenant, être unis pour être plus fort, et là encore, c'est qu'il faut mettre les choses au scanner de la loi. L'arsenal juridique qui gouverne les opérations électorales et politiques dans notre pays aujourd'hui, que ce soit le code électoral ou la charte des partis politiques, et tout cela interdit les alliances. Vous pouvez aller à des fusions donc pour devenir un parti politique, mais les formations politiques de la majorité présidentielle, à l'heure, jusqu'à preuve du contraire, n'envisagent pas ou ne parlent pas à haute voix. On n'a pas entendu ça, qu'ils envisagent faire des fusions. D'accord, pour devenir un parti ou deux. Voilà. Il y en a 4 aujourd'hui. Vous avez Renaissance nationale, Moine Bénin, vous avez UP, le Renouveau, vous avez le Bloc républicain. Alors, il y a que quand on rentre dans les tests, vous avez parlé donc de concept d'accord de gouvernance et accord de coalition législative qui sont prévus par les réformes du système partisan. Et qu'est-ce que ça dit concrètement en français facile? C'est-à-dire que c'est fixé que chaque parti politique qui va aux élections législatives, par exemple, doit avoir 20% dans chacune des 26 circonscriptions, 24 circonscriptions électorales. Alors, la loi dit, si des partis politiques de même camp font des accords de gouvernance, des accords de coalition parlementaire ou législatifs, des accords législatifs, ils peuvent, au cas où, dans des circonscriptions électorales données, chacun d'eux, ils n'ont pas 20%, mais chacun d'eux a au moins 10%. On peut faire la somme de leur suffrage et ils vont pouvoir lever les sièges là.
Vous ne pas perdre. Donc, c'est une bonne brèche qui est ouverte. Mais il faut bien passer cet accord en amont. D'accord? Bien sûr, avant d'aller aux Très élections. bien. Alors, Mohamed Benin demande audience aux autres partis, aux 3 autres partis politiques de la majorité présidentielle. Et le président de Mohamed Benin, Jacques Ayadi, qui dit, après le congrès de mon parti, les militants m'ont dit, il faut aller vers les autres pour que nous soyons unis, pour faire d'abord déjà un accord de gouvernance qui permette d'aller vers le choix d'un duo présidentiel et avec l'influence positive de celui que j'appelle, une fois encore, le capitaine du navire mouvance présidentielle, donc le président Patrice Talon. Et lui-même ne s'en est pas caché. Il dit, quand je finis, je serai très actif. Il est allé jusqu'à exercer son droit, sa légitimité de dire, c'est à 6 mois des élections que lui estime. Il estime que les états-majors des partis politiques devraient pouvoir procéder à l'annonce des candidatures à la candidature. Eh bien, c'est ce qu'on veut. Mais les partis, ça bouge, ça discute. Il faut bien que les gens commencent par discuter maintenant pour voir dans l'opérationnel comment ça va se passer. Ce n'est que ça qui amène à des concertations. Et certainement, donc, on va vers un cadre de concertation plus serré, plus solide des formations politiques de la mouvance présidentielle. Vous avez demandé si c'était pour donner du répondant aux opposants. Je voudrais d'abord faire la nuance que, tout en étant, c'est vrai, je suis très gêné qu'on s'occupe des fioritures, c'est-à-dire l'autre a fait cadre de concertation, eux aussi veulent le faire. Non. Si vous voulez qu'on fasse ce débat-là, des pichiers, c'est pas pour vous me moquer de vous, non. C'est que l'opinion, vous rapportez ce que l'opinion dit. Nous, notre rôle, c'est de relayer, voilà, c'est ça. Alors, et de passer ça au pays des analystes comme vous. Si ces cadres de concertation, les premiers à le faire, ce sont les partis politiques de la mouvance présidentielle. Ah oui? Ah oui, c'est ça, ça existait déjà, ils ont fait des séances autour du chef de l'État. Les 4 partis politiques là se sont déjà rencontrés. Ils se rencontrent pour discuter de choses qui les concernent, de leur dénominateur commun. C'est autour d'un cadre dans le cadre d'un cadre de concertation qu'ils ont eu le duo présidentiel unique, Talon Talata, en 2021. D'accord? Oui. Vous avez vu d'ailleurs sur les affiches, sur le logo, tous les logos des 4 partis politiques de la mouvance présidentielle. Donc, ce n'est rien de nouveau. Donc, ce n'est pas un parti politique nouveau qui se crée, ce n'est pas une organisation nouvelle avec enregistrement, ceci, cela qui se fait. Donc, c'est des gens qui ont, dans le même cas, qui se concertent. Alors, maintenant, si c'est pour avoir du répondant, mais bon, pourquoi pas? Si les opposants sont en train de se concerter, si dans ce sillage, les partis politiques de la mouvance présidentielle se disent « Ah, mais il faut qu'on se réveille, il ne faut pas qu'on donne sur nos lauriers des choses que nous étions en train de faire de très bien, il faut qu'on reprenne avec ça. » Ça, tant mieux, c'est de bonne guerre. Et c'est cela la compétition politique. Ça commence dès maintenant. Et c'est 2026 qui est déjà zoomé dans tous les états-majors. Ah oui. Alors, nous allons finir cet entretien en abordant un sujet international. Le boucher de Damas, comme on l'appelle, triste renommée, je l'avoue. Le boucher de Damas, je veux parler donc de Bachar al-Assad, a fini par fuir son pays, la Syrie, dimanche dernier. Et là, il serait en exil en Russie. C'est vrai que les autorités de Moscou ont pris assez de temps avant de confirmer la chose, mais juste là, on n'a pas encore d'image de son séjour là-bas. Pendant ce temps, dans son pays en Syrie, on se pose beaucoup de questions. D'accord, la coalition de tous ces mouvements rebelles est reconnue comme telle. Et leurs leaders, leur tête mise à prix, y compris d'ailleurs le leader principal du mouvement, HTS, qui a donc conduit cette fulgurante offensive vers Damas. Alors, dans tout cet imbroglio, on se pose beaucoup de questions. C'est vrai que la communauté internationale dans son ensemble a salué le départ de Bachar al-Assad, mais on se demande qu'est-ce que la Syrie va devenir. Est-ce que selon vous, en tenant compte de tous les facteurs en présence, est-ce que la Syrie n'est-elle pas en train d'aller vers ce qu'est devenu la Libye, après le départ ou après le décès du guide libyen Muammar Kadhafi? Ben, vous faites bien de chuter votre question par là, oui. Ça y ressemble à s'y méprendre. Ça y ressemble à s'y méprendre. Lorsque j'ai vu les images de ces rebelles entrer au palais
à la résidence de Bachar el-Assad, piller cette résidence à Damas. Ouais. J'ai revu dans ma tête les images du grand palais du guide libyen, paix éternelle à son âme, Mouammar el-Kadhafi. Ouais. J'ai suivi presque en direct les images de l'entrée des combattants, des rebelles au palais, jusqu'à voir après l'assassinat de Kadhafi. Mais depuis, on a vu l'instabilité dans cette zone, tout le Sahel est embrasé, parce que énormément d'armes ont circulé, des rebelles ne sont pas retournés en caserne pour faire la mutation vers une armée régulière. Et la Libye est restée comme ça jusqu'aujourd'hui, presque ingouvernable. Alors, vous savez, la position de Bachar el-Assad avant, avec toute la dictature qu'il imposait, il était toujours sous la menace des rebelles. C'est l'environnement géostratégique et géopolitique qui permettait de le ceinturer un peu. Mais on a l'impression que sur la durée, l'usure a été de son côté. Un peuple, lorsqu'il se lève avec son âme, je dis AME, son âme, et même sans les armes, ce peuple finit par vaincre le despote, le tyran. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer, parce qu'en plus, on a l'impression que la chute de Bachar el-Assad a surpris tout le monde. Parce que près de 24 ans de règne sans partage, de règne sanguinaire, 14 ans de guerre civile et d'atrocités extrêmes. Parce que les chiffres par rapport au nombre d'exilés, de déplacés et de morts, franchement, moi j'ai fait le choix même dans mes analyses de ne plus rentrer dans les chiffres, parce que je suis presque convaincu que ces chiffres-là sont largement en deçà de la réalité. Alors, et puis, un indice qui est important pour savoir jusqu'où les atrocités étaient arrivées et que jusqu'où un tyran n'est jamais suffisamment fort pour dominer et maltraiter, martyriser son peuple tout le temps, c'est que, on a constaté que les hommes forts qui entouraient Bachar el-Assad, que les voisins, qui pouvaient être des appuis pour lui, ont été surpris par sa chute. Deuxième chose, c'est la liesse populaire, aussi bien au pays que surtout dans la diaspora. Preuve que des déplacés, des exilés, il y en a eu énormément et qui estimaient que la manière dont leur pays était dirigé n'était pas normale. Mais pourquoi il doit y avoir des dirigeants qui soient si loin, d'accord, si en contradiction avec les besoins, les aspirations et les intérêts de leur peuple? Est-ce qu'un leader, un dirigeant n'est pas l'émanation des aspirations d'un peuple? Si vous dirigez et que la manière dont vous dirigez, le peuple ne s'y retrouve pas. Le peuple non seulement ne s'y retrouve pas, mais en est victime et avec une masse critique énorme de personnes qui sont victimes. Je pense qu'il faut savoir déposer le tablier, parce que c'est se mettre au-dessus des millions et des millions de personnes que de vouloir penser que plus vous en tuez, plus leurs consciences vont s'éteindre. Non, c'est pas vrai. Plus vous maltraitez, vous martyrisez, vous matez un peuple, plus les personnes qui restent encore des survivants dans ce peuple, au sein de ce peuple-là, ont la conscience sérieusement endurcie contre vous, ont de moins en moins peur. Et donc, la bataille contre vous, la résistance devient plus forte. D'accord? Des gens qui sont en Syrie, qui savent que tout compte fait du jour au lendemain, ils peuvent être tués à tout moment, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on fait des bombardements en masse. Bon, donc que Bachar el-Assad, de sa superpuissance pendant 24 ans, de sa capacité de feu, sa force de feu pendant 14 ans de guerre civile, et que de sa grande taille, il est montré comme son frère et ami Poutine le montre bien, qu'il est digne fils de son père, parce que soit dit en passant, il a succédé à son père. Oui, qui avait aussi fait près de 25 ans. Très bien. Alors donc, je pense que
Lui aussi, il a fait près de 25 ans. Ça fait peut-être un demi-siècle. Tout au moins. On va simplement souhaiter que cela sonne le glas de ce règne sans partage de la famille de Bachar al-Assad. Mais la grosse question, et c'est pourquoi ça rejoint ce que je disais dès l'entame, ça ressemble à la situation de la Libye à s'y méprendre. Est-ce que les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets? Est-ce que la Syrie ne sera pas pendant un bon moment ingouvernable? Je suis à 75% tenté de répondre par l'affirmative parce que le vrai problème va se poser au niveau des groupes rebelles. Là, la guerre de leadership et la guerre des intérêts va se passer. Alors, le groupe qui a tenu le lead de l'assaut final qui a fait chuter Bachar al-Assad dira, je jouerai les grands rôles. D'autres diront, nous sommes à la genèse donc, de cette bataille depuis près de 25 ans. La première l'a déjà nommé, c'est pas pour vous stopper dans vos idées, il a nommé un premier ministre déjà de transition. Et on sait que c'est celui qui était président de la province d'Idlib qu'il a eu à diriger pendant toutes ces années de guerre civile. Et géostratégiquement, vous savez bien que la Russie, par exemple, qui aujourd'hui est devenue une sorte d'alternative à la présence française dans certains pays, notamment du Sahel en Afrique, cette Russie, sa porte d'entrée vers justement ces pays sahéliens et africains, c'est la Syrie. Et aujourd'hui, avec l'arrivée des rebelles et le fait que c'est la Russie qui permettait donc à Bachar de résister pendant tout ce temps, qu'est-ce que la Syrie va faire? Est-ce que la Syrie, pendant qu'on pense que la Syrie risque de devenir la nouvelle Libye, est-ce que ce n'est pas justement par la Libye que la Russie va maintenant essayer de passer pour continuer à intervenir en Afrique, à protéger ses... Alors, dans l'un ou l'autre cas, que ce soit pas la Syrie ou pas la Libye, ce qui vient d'arriver est un coup dur pour la Russie. Il n'y a rien à faire. D'accord? Parce que les fronts ouverts par Poutine et déjà en Ukraine, où il pensait en quelques semaines en finir avec Zelensky et son régime, mais voilà, plus celui qui est faible sur le tapis vous résiste, plus vous doutez vous-même, même si dans la psychologie de la communication, Poutine reste imbattable, c'est-à-dire qu'il est prêt à faire la guerre psychologique et tout, mais en réalité, il est évident qu'il est en difficulté, en tout cas dans le timing dans lequel il devrait bouffer du Zelensky et de l'Ukraine. Alors, le départ de Bachar al-Assad ouvre une voie de négociation à double vitesse. Soit connaissant Poutine, lui qui est en train d'offrir l'asile à Bachar al-Assad, il sera tenté d'écouter son ami pour faire la guerre, pour s'inscrire dans le mode va-t-en-guerre. Et là, ceux qui s'installent en Syrie ne seront pas les bienvenus pour être ses amis. Mais au même moment, Poutine est très, très intelligent, très stratège sur les bords. Vous savez, quand vous regardez seulement depuis que la guerre avec l'Ukraine a commencé, même avec ses adversaires européens et américains, il arrive que sur des aspects économiques et tout, il aille dans les négociations et tout. Donc, si très vite, les rebelles en Syrie réussissent à faire une stabilité, à installer une équipe qui se positionner comme des interlocuteurs valables, eh bien, Poutine peut discuter avec eux. Poutine est capable de dire à son ami Bachar al-Assad, écoute, je t'ai déjà hébergé, tu es tranquille avec ta famille, vous êtes à l'abri du danger, alors reste tranquille, je fais la géostratégie, je discute avec les nouveaux hommes forts de la Syrie, et puis on voit la possibilité que on fasse un nouveau régime, on discute, et puis puisque la guerre contre les rebelles syriens n'ont jamais dit qu'ils sont de connivence avec ceux qui sont dans le Sahel, qui sont en train de déranger les partenaires africains de la Russie. Donc, et quand vous écoutez le message que Bachar al-Assad a envoyé, malgré le fait qu'il a chassé la Russie avec lui, tente de manipuler la communication en disant qu'il a démissionné de sa fonction et demande à ce qu'on aille vers la paix, comme si lui-même, il lui était impossible d'être artisan de la paix. Et donc, on sait que mais ce message-là signifie déjà, est annonciateur de cette approche dont peut-être Poutine lui a déjà parlé pour dire non,
ne viens pas en Russie pour te positionner en ennemi à ceux qui s'installent, même si c'est eux qui t'ont enlevé, parce que moi, j'ai besoin d'échanger avec eux pour que nous continuions de poursuivre les hémonies que progressivement on installe en Afrique. Parce que pour la Russie, même pour sa propre survie, c'est nécessaire. Ah oui. Par exemple, pour faire la guerre des pays européens comme la France et d'autres pays pour les fragiliser. Pendant observez dans le timing, toutes les fois que la France et d'autres pays européens menacent d'envoyer donc des renforcements en logistique à l'Ukraine, mais la Russie humilie la France en Afrique et la France dynamitée comme ça est fragilisée et pratiquement les gens en France commencent pas à dire à Macron, mais tu as d'autres chats à fouetter. Ah ouais. Vous comprenez? Ouais. C'est de bonnes guerres. Et donc, Poutine dira ça à Assad nécessairement. Mais ça peut être encore, j'en aurais fini, une stratégie qui est propre à Poutine. Vous avez vu dans son propre pays ce qu'il a fait à Prigojine. C'est-à-dire qu'il va amadouer les gars pour dire, mais moi je suis prêt à discuter avec vous, ou peu qu'il n'y ait pas de guerre entre vous, ou bien, même s'il y a des guerres de leadership entre les groupes rebelles, il verra le camp le plus fort, va discuter avec eux. Pendant qu'il est en train de faire ça, il va réussir à comment les mettre en difficulté. Mais le monde évolue et il ne faut pas être surpris qu'au bout d'un temps, aidé par Poutine, Bachar al-Assad pense encore à un retour. Ben voilà, donc tout est possible. Voilà le tableau tel qu'il se présente. Ouais. Et même si ça fait mal parce qu'il y a des pertes en vie humaine, pour les spécialistes des Sciences Po, de la géostratégie, de la géopolitique, c'est passionnant. Je veux bien que, ça c'est mon souhait, que les étudiants qui sont dans les écoles de Sciences Po, de stratégie, des questions de sécurité, parce que c'est des secteurs qui réfléchissent à ce genre de choses, au lieu de vivre ça avec passivité. On a la chance aujourd'hui avec le numérique que de son coin, on peut instantanément avoir toutes ces informations-là, interroger les différentes expertises qui sont disponibles pour pouvoir comprendre comment le monde fonctionne. Et je pense que plus jamais le monde ne sera comme avant. Il y a comme une recomposition de la classe politique mondiale et des rapports de force dans le monde entier. Merci, monsieur Julien Nketi. C'est moi. Journaliste, chroniqueur politique, d'avoir répondu présent à cette invitation pour le premier numéro de Point d'ombre, l'émission qui vous transporte au-delà de l'actualité. Vous permettez, ça je brûle le protocole peut-être, de la conclusion de votre émission, j'ai envie de faire un message là du fond de mon cœur pour dire, ben, je salue l'effort qui se fait au niveau de votre équipe ici. Je vois une équipe du directeur général jusqu'au dernier élément que je trouve ici, mobilisé, sans protocole, et puis de l'investissement qui se fait. Et moi, je pense que pour quelqu'un comme moi, qui est très accroché à qui est un attachement presque fétichiste à l'idée qu'il faut qu'au Sud, nous puissions nous forger un mental d'acier, pour dire nous pouvons raconter notre histoire nous-mêmes, nous pouvons produire des émissions de qualité et profiter de l'ère du numérique pour nous faire entendre un peu partout. Vous savez très bien que ce métier, c'est celui que j'aurais chevillé au corps toute ma vie. Donc, tout ce que je vois ici, je pense que c'est une très bonne chose que d'apprendre que Iroko Média TV, c'est cette télévision qui est au Bénin ici, mais qui rayonne à travers le monde, qui interroge les plus grands. Moi, j'ai eu le bonheur de savoir que tout récemment, vous avez eu une interview exclusive avec l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, dans un contexte où elle déclare sa candidature, elle est investie, son mari qui crée son parti, qui va reprendre. Et puis, bon voilà, donc c'est ça aussi le métier, c'est ça aussi les bons coups. Merci beaucoup. Chers amis internautes, fidèles abonnés d'Iroko Média TV, c'était tout pour ce numéro 1 de Point d'ombre, l'émission qui vous transporte au-delà de l'actualité.